La retraite progressive, aujourd'hui, depuis le 1er septembre, sera demandée par le salarié. L'employeur ne pourra s'y opposer que selon un seul motif, à savoir l'impact que pourrait avoir ce dispositif sur l'activité économique de l'entreprise. Bienvenue à On the Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste Debouzy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui les accompagnent au quotidien. Bonne écoute. 14 avril 2023, 1er septembre 2023. 14 avril 2023, c'est la date que porte cette loi 2023-270 de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. 1er septembre 2023 est celle de son entrée en vigueur. Ces deux dates ont symboliquement clos les longs et vifs débats autour de la réforme des retraites, débats amorcés dès la fin de l'année 2022. L'essentiel de cette loi, on le sait, est le report progressif de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Au-delà, la loi complétée par les décrets publiés depuis sa promulgation a aussi de multiples impacts pratiques auxquels les entreprises doivent se préparer. 30 décrets étaient attendus, une quinzaine de décrets ont été publiés à ce jour. Ils visent pour l'essentiel les situations individuelles des salariés et, ce faisant, ces décrets sont aussi autant de défis pour les DRH qui doivent se préparer devant ces nouvelles règles. Dans un précédent podcast, j'avais évoqué la question générale du report de l'âge légal de la retraite avec Boris Léon-Robin. Pour évoquer ces aspects pratiques de la réforme des retraites qui est à présent votée, j'ai cette fois le plaisir d'accueillir Isabelle Adou-Vallier. Isabelle est avocate counsel au sein de notre équipe de droit social. Depuis plus de 20 ans, elle conseille les entreprises en matière de protection sociale complémentaire et de droit de la sécurité sociale. Sa retraite, Isabelle pourrait la passer en Espagne, en Castille, qui est sa deuxième patrie. Au-delà des châteaux en Espagne, Isabelle se passionne pour la lecture avec des goûts éclectiques, romans historiques, essais historiques, policiers. Mon invité peut parfois lire jusqu'à 3 livres à la fois, alors là je dis chapeau bas. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe. Isabelle, est-ce que, pour commencer à grands traits, tu pourrais nous décrire les principales avancées ou les thématiques principales des décrets déjà publiés depuis la promulgation de cette loi en avril ? Alors ces décrets étaient effectivement très attendus, surtout au vu de la date d'entrée en vigueur du 1er septembre, donc des mesures très attendues confirmant le report de l'âge de la retraite, de la durée d'assurance, c'est-à-dire le nombre de trimestres, la retraite progressive, le cumul emploi-retraite qui permet l'acquisition de droits supplémentaires, bien sûr les carrières longues. Autant de mesures qu'il était nécessaire de voir écrites à travers ces décrets, et des décrets qui ont quand même apporté aussi des dérogations ou des aménagements pour notamment les personnes pouvant partir très prochainement à la retraite, qui avaient peut-être formulé une demande de retraite et qui vont pouvoir les rétropédaler en demandant une annulation de cette demande avant le 31 octobre 2023. Alors, tu viens, Isabelle, de prononcer le terme de retraite progressive. C'est un thème ou une pratique qui risque d'être mise en scène. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ? Alors, la retraite progressive est un dispositif qui permet aux salariés de cumuler à la fois une activité réduite, puisqu'il passe d'un temps complet à un temps partiel, et de cumuler le revenu issu de cette activité avec une fraction de sa pension de retraite. Donc ce dispositif est intéressant, mais il n'a jamais rencontré un grand succès. 25 000 assurés aujourd'hui concernés. Avec le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans, et la possibilité avec la retraite progressive de diminuer son activité 2 ans avant cet âge légal, il est fort probable que ce dispositif soit plus développé et plus demandé par les salariés. Parce que c'est la grande nouveauté d'ailleurs de la loi de 2023 sur la retraite progressive, c'est le formalisme. Puisque la retraite progressive, aujourd'hui, depuis le 1er septembre, sera demandée par le salarié, l'employeur ne pourra s'y opposer que selon un seul motif, à savoir l'impact que pourrait avoir ce dispositif sur l'activité économique de l'entreprise.
Donc déjà, un premier point de vigilance que tu évoquais. Alors, s'agissant à présent des pré-retraites, je sais que la loi et les décrets ne disent rien sur le sujet, mais je pense que la réforme peut aussi avoir un impact sur les pré-retraites. Effectivement, le report surtout de l'âge légal de la retraite a un impact sur ces dispositifs de pré-retraite lorsqu'ils ont été mis en place dans l'entreprise, ces plans de fin de carrière qui permettaient aux salariés de cesser leur activité, d'être en ce qu'on appelle pré-retraite, et qui devait s'arrêter, donc avoir un revenu de remplacement, mais qui avait pour objectif de s'arrêter à l'âge légal, mais de l'époque, l'âge légal de la retraite. Donc on est sur des dispositifs qui ont une cible déterminée, qui a déjà été programmée dans le cadre des dispositifs de pré-retraite, et qui demain, avec le décalage de l'âge de la retraite, va poser des questions, ou pose déjà des questions aux entreprises sur qu'est-ce qu'on fait de ces salariés. Reviennent-ils? Laissons-les peut-être chez eux, mais ils ne peuvent pas encore prétendre à la liquidation de la pension de retraite. Autant de sujets qui ont déjà fait bouger un certain nombre d'entreprises, qui ont déjà renégocié leur dispositif de pré-retraite. Isabelle, il y a un autre sujet sur lequel la réforme est silencieuse, c'est celle des régimes complémentaires à Agirc et Arco. Est-ce que la réforme des retraites, selon toi, ne va pas aussi avoir un effet quasi mécanique sur ces régimes? Alors, je rappelle effectivement que cette loi de 2023, même si elle était très ample, ne touche que les régimes de base, les régimes qui sont légaux et déterminés par la loi. Le régime Agirc-Arco que tu évoques est un dispositif, un régime qui fonctionne et qui est négocié par les partenaires sociaux. Donc, les paramètres modifiés pour les régimes de base vont avoir un impact, pour certains automatique, auprès du régime de retraite complémentaire. On pense au report de l'âge de la retraite. En revanche, il y a des différents dispositifs qui sont propres à l'Agirc-Arco. On peut penser au système du bonus-malus qui a été décidé par les partenaires sociaux il y a quelques années, qui va être certainement discuté dans le cadre des prochaines négociations, puisque les partenaires sociaux devraient se déterminer dans le cadre du plan stratégique d'ici novembre pour revoir leur système et voir exactement quels sont les effets de la réforme des retraites dans le cadre de leur propre régime et voir s'ils s'adaptent pour certaines choses ou pas. Mais on parle déjà de la suppression du malus, bonus-malus. On suivra ça de près en suivant en effet ces conseils. Alors, il y a aussi la question des régimes spéciaux, les fameux régimes spéciaux qui sont souvent décriés. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'en a pas beaucoup parlé au moment de la réforme. Et pourtant, là, en revanche, la réforme les touche. Elle a un impact sur ces régimes. Effectivement, ces régimes spéciaux qui, en général, donne lieu à grande discussion, avait pourtant une place privilégiée dans le cadre du texte, puisque c'était l'article 1er qui a fermé 5 régimes spéciaux. Donc les DRH et les directions de ces entreprises vont devoir effectivement s'atteler à la fermeture de ces régimes spéciaux, mais en sachant que cette fermeture ne concerne que les salariés qui seront recrutés depuis le 1er septembre 2023. Alors, on a parlé de différents types de retraites, des régimes spéciaux. Je voudrais qu'on descende d'un cran au plus près du terrain et au plus près de la vie quotidienne des DRH sur un plan très, très pratique, voire comptable. Que dirais-tu sur les indemnités de fin de carrière et que doivent anticiper les RH qui nous écoutent sur ce sujet? Alors l'anticipation, elle est déjà pour certains accomplie, puisqu'en fait, les indemnités de fin de carrière sont des sommes que les employeurs doivent verser à la fin de la carrière, donc au moment du départ à la retraite. Et donc, du fait du report de l'âge légal de la retraite, mécaniquement, ces indemnités de fin de carrière vont grossir en termes de montant. Enfin, ce sont souvent des sommes qui sont liées à l'ancienneté. Donc, on va avoir plus d'ancienneté, donc des montants plus importants. Et donc, aujourd'hui, pour les DRH, cela signifie aussi faire les comptes, puisqu'il faut faire des provisions pour faire face à ces engagements d'indemnité de fin de carrière. Donc aujourd'hui, les entreprises sont invitées à faire leurs comptes et à anticiper justement sur l'augmentation de ces indemnités.
Alors, il y a un autre type de provision auquel je pense en t'écoutant, Isabelle, c'est celle que doivent faire les entreprises, s'agissant cette fois-ci des régimes facultatifs de retraite, ce qu'on appelle les articles 39 et 83. Là aussi, même type de réaction. Qu'est-ce que tu dirais à ce sujet ? Là, je dirais qu'il faut aller au-delà de juste d'un calcul comptable. Pour les retraites à cotisation définie, donc aujourd'hui le plan d'épargne retraite qui a été complètement revu par la loi Pacte en 2019, il n'y a pas en tant que tel de provision à faire. Et ces dispositifs d'épargne retraite, en réalité, qu'est-ce qu'il va se passer ? Les salariés vont rester plus longtemps, donc vont cotiser plus longtemps, vont verser des primes plus longtemps, et donc auront des rentes supérieures. Maintenant, si ces dispositifs étaient liés à un âge précis de départ à la retraite, il faudra modifier et les actes fondateurs, l'accord collectif ou la décision unilatérale qui a mis en place ce dispositif, et les contrats d'assurance ou les plans d'épargne retraite. Ça, c'est pour les retraites à cotisation définie. Et en revanche, sur les retraites à prestation définie, donc les retraites chapeau ou les articles 39, là, c'est vraiment au cas par cas. En fait, c'est les dispositifs lourds, financièrement, pour les entreprises, parce que la promesse, elle est vraiment sur le niveau de la pension de retraite que le salarié va avoir. Et ces dispositifs-là, c'est au cas par cas qu'il faut vraiment regarder le dispositif, les règles, et notamment si la pension est liée à l'ancienneté aussi. Et qui dit ancienneté, si on l'articule avec le report de l'âge légal, eh bien aussi un audit à faire de ces dispositifs. J'aurais une dernière question pour toi, Isabelle, aujourd'hui, concernant les dispositifs de prévoyance qui sont déjà mis en place par les entreprises. Que doivent faire les RH à ce sujet ? Et je pense notamment à l'épineuse question de l'absentéisme qui pourrait-on penser, s'emballer sous l'effet de la réforme. Alors c'est vrai que sur ces sujets de régime de prévoyance et ou complémentaire santé, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un mythe ou une réalité, le fait que ce report de l'âge légal de la retraite et le fait que surtout on va avoir plus de seniors, normalement, dans les entreprises, est-ce que ça va vraiment avoir un impact immédiat ? Je ne pense pas, c'est-à-dire sur les coûts, les cotisations qui sont versées dans ces régimes de prévoyance, ou sur les prestations. Donc effectivement, les prestations couvrant notamment l'arrêt de travail et le versement d'indemnités journalières complémentaires ou de rente d'invalidité. Est-ce que l'on doit considérer que le fait d'avoir des seniors va générer plus de prestations en prévoyance ? Certainement, probablement. Mais ce n'est pas immédiat. On peut mettre en place des mesures avec les assureurs de prévention sur effectivement la gestion de l'absentéisme. Mais là, j'ai envie de dire, c'est pas lié forcément à la réforme des retraites. C'est un problème général puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une dérive des arrêts de travail assez conséquents. Et donc, c'est une problématique en tant que telle qui rejoint peut-être la santé et le bien-être au travail. Eh bien, Isabelle, merci beaucoup pour ton éclairage sur toutes ces questions pratiques évoquées ensemble dans le sillage de cette réforme majeure. Beaucoup de chantiers, on l'a compris, attendent les entreprises dans les mois et les années à venir. Des chantiers d'autant plus délicats pour les entreprises qui doivent désormais gérer plusieurs régimes de retraite en parallèle. Au travers de notre échange, j'ai aussi perçu que la gestion des salariés les plus âgés, ceux qu'on appelle pudiquement les seniors, demeure une question encore plus aiguë aujourd'hui. Sans parler de la nécessaire adaptation par les entreprises des dispositifs de pré-retraite ou de prévoyance que celles-ci ont déjà mis en place. Si une page majeure de la réforme des retraites a été écrite au printemps 2023, il reste encore à en écrire toute la suite. Vous venez d'écouter On the Legal Side, un podcast signé Auguste Debouzy. Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site www.auguste-debouzy.com ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'encre. À bientôt.